fin de mes études, je ne voulais pas enseigner, j'avais envie d'essayer d'aller à Paris pour changer d'air, quitter la Suisse. Et j'ai demandé à un éditeur, qui est un homme très merveilleux, qui avait été l'ami et l'éditeur de Ramu, avec un toupet qui m'étonne rétrospectivement, parce que j'avais l'impression d'être très timide toujours. Mais bon, s'il avait du travail pour moi, il m'a dit « Roy, je n'aime pas la traduction de La mort à Venise telle qu'on la trouve en librairie, essayez ». J'avais 20 ans, quoi. Essayez, faites-moi quelques pages, et puis il a été content de ces quelques pages. Et donc c'était la première traduction que j'ai faite. Et nous sommes allés la porter à Thomas Mann, qui était à ce moment-là dans un grand hôtel de Zurich où il descendait volontiers. Il a dû être épouvanté parce qu'il a vu ce très jeune homme arriver qui ne pouvait pas articuler 3 mots d'allemand. Et lui, peut-être, savait-il un peu le français, mais il avait la coquetterie, je pense, de ne pas parler français, donc il y avait madame qui, me semble-t-il, servait un peu d'interprète. Mais je me suis... Bon, il a signé gentiment l'exemplaire, en me remerciant, mais j'ai pensé qu'ensuite il avait dû être un peu inquiet de la qualité du travail. Écrire de la poésie, c'est aussi traduire justement des émotions, du non-verbal, faire passer du non-verbal à du verbal. Oui. Vous le concevez comme ça, ou comme une traduction, ou comme autre chose? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est évidemment 2 espèces de traductions quand même profondément différentes, puisque traduire du vécu ou traduire un texte, c'est quand même tout autre chose. Donc. Mais il est vrai que j'ai ce sentiment quand j'écris d'essayer de traduire dans le sens général du mot au plus près possible l'expérience qui a été à l'origine ou l'émotion qui a été à l'origine du poème ou de la prose. En cela, ça se ressemble, mais d'autre part, c'est quand même... C'est très différent et c'est beaucoup moins exaltant, généralement, de traduire à partir d'un texte, parce que tout de même, on n'est pas tout seul, quoi. Enfin, il faut tenir compte de l'autre, il faut faire de son mieux. Bon, j'ai beaucoup aimé traduire de la poésie, mais l'énorme quantité de pages de prose que j'ai dû traduire pour vivre, parce que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'était pas extrêmement bien payé, surtout à l'époque où j'ai commencé. Je m'en serais bien passé si j'avais choisi cela plutôt que le professorat, donc bon, je vais pas m'en plaindre, mais il y a eu des années où j'ai fini par vraiment être là, plus que là, par exemple, de l'œuvre de Musil, parce que j'aimais beaucoup le roman. Je l'ai fait avec un très très grand plaisir, puis en même temps c'était presque une découverte pour moi et puis pour beaucoup d'autres aussi. Il était presque totalement inconnu et j'étais porté par la richesse du texte, mais ensuite, du fait du succès, de l'accueil qui a été fait à ce roman, le Seuil m'a confié et a voulu que je fasse les essais, que je fasse la correspondance, que je fasse le journal. Et il y avait la correspondance est très ennuyeuse, le journal est terriblement pointilleux, comme ça, sur des détails d'histoire enfin, des choses qui en tout cas ne m'exaltaient pas du tout. Et là j'ai commencé à remarquer un peu. Je me disais, quand est-ce que j'en aurais fini avec ça? Parce que c'est un travail quand même titanesque, non? Ça vous a pris... Oui, un peu excessif quand même. Moi, je crois que le roman, ça m'a pris un peu plus de 3 ans. Puis c'était le minimum, hein. Franchement, j'aurais pu peut-être faire mieux en ayant plus de temps. Mais la suite, oui, ça s'est étiré sur des années et des années. Vous dites aussi, dans le livre que vous consacrez à la peinture de votre femme, que quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez chacun la certitude que vous alliez faire ce que vous avez fait. En tout cas, oui, qu'on avait la certitude qu'on allait essayer de faire cela, parce qu'on ne pouvait pas être sûr qu'on y parviendrait. Enfin bon, il y a tous les aléas de la vie, mais c'est vrai que ça finit par être continu. Somme toute, c'est assez banal, parce que dans mon cas, je ne vais pas parler pour elle, mais tout est toujours parti dès le début, sauf les tout premiers. Moi, j'ai écrit des poèmes à partir de l'âge de 13 ans, vous savez, qui étaient des jeux de mots plutôt que... Enfin, je veux dire, il n'y avait rien derrière, où c'était de l'imitation de ce qu'on lisait à l'époque,
qui était par exemple Verhaeren, qui a été complètement disparu des anthologies, mais dans les anthologies des collèges suisses, Verhaeren était très présent et on apprenait ça par cœur, on trouvait ça magnifique. Donc les premiers poèmes que j'ai écrits ressemblaient à ça, ou à Le Comte de Lille, ou enfin toutes sortes de choses totalement sans intérêt, mais c'était le signe tout de même qu'il y avait quelque chose en moi très très vite qui était une passion de la poésie, quoi. Enfin un goût pour la poésie. Mais à partir de l'adolescence, il m'a vraiment semblé que contrairement à ce qu'on disait, disons, autour de moi, pas chez les grands critiques ou chez les amateurs déjà de poésie, mais c'était que le langage poétique était ce qui cernait de plus près ce qu'il y avait de plus important dans ce qu'on vivait, dans ce que je vivais, mais il y avait toujours au point de départ, il y avait quelque chose qui était vécu, il y avait une émotion, et ça a été le cas dès l'adolescence, avec alors évidemment une façon de le traduire qui n'était pas encore très personnelle, et qui ne l'est devenue, à mon sens, qu'à partir de Les Fraises. Pourquoi c'est de là que je fais partir le volume de la Pléiade. Et après, eh bien, les choses ont continué jusqu'à aujourd'hui, enfin, mais tout ça était totalement naturel. Il n'y avait pas une volonté d'être fidèle à quelque chose. À partir du moment où une émotion en moi donnait aussi bien par les rencontres humaines que par plus tard surtout les paysages justement, à partir du moment où il y avait cette espèce de choc qui allait très profond tout en n'étant pas du tout violent mais qui était plutôt sourd, presque immanquablement j'écrivais à partir de là, et puis bon, je faisais évidemment de mon mieux pour ne pas trahir. C'est l'histoire de la traduction, là, de traduire juste. Mais enfin, c'était pas. Je n'ai jamais travaillé la nuit, j'ai jamais travaillé même le soir. Après, tout ça se faisait avec vraiment une sorte de naturel. Bon, c'est comme ça. À des moments libres, ou bien vous arriviez à lisser Évidemment, il y a eu une période où c'était difficile quand j'ai dû traduire beaucoup. Donc, cela signifie que pendant beaucoup d'années, j'avais peu de temps pour moi. Alors, probablement que peut-être l'explication de la maison des notes vient de là. C'est-à-dire qu'au moins, je me disais, il faut que je note des choses quand ça en vaut la peine, pour garder une espèce de contact avec le monde poétique qui était évidemment le mien, qui aurait pu être englouti par Musil ou beaucoup d'autres gens moins intéressants d'ailleurs, comme Carlo Cassola, dont j'ai traduit je ne sais pas combien de romans de l'italien, en partie pour avoir un travail moins difficile qu'à côté ou après Musil, mais c'était pas toujours d'un très grand intérêt. Donc j'avais peu de temps et les notes permettaient de maintenir tout de même une présence de la poésie dans les journées, plus ou moins. Pour le reste, ça a souvent été le fait d'aide à la création, c'est-à-dire tout à coup CNL ou autre chose, et me permettait d'être libre 6 mois. Enfin, alors à ce moment-là, j'écrivais davantage. Alors vous évoquez dans vos livres la ressemblance avec la Toscane. Est-ce que c'est lié à la lumière? Est-ce que c'est lié au soleil? Mais est-ce que c'est une rencontre avec un pays? Je dois dire que j'en suis encore surpris aujourd'hui parce qu'on n'est pas venu, on ne savait pas. On a cherché plus au sud. Ma femme, qui est née au bord du lac de Neuchâtel, rêvait d'être au bord de la mer. Au fond, donc on a été chercher des. Puis d'abord, comme on n'avait pas d'argent, on cherchait des locations, on est allé jusqu'à Cassis, puis on s'est très vite rendu compte qu'en été, ce serait invivable. Enfin, on est remonté un peu. Et puis le hasard a fait que des cousins connaissaient Grignan et me disent, voilà, là tu pourrais peut-être trouver quelque chose. Et c'est vrai qu'en 53, bon, ça c'est enfin bon, ça ne devrait pas aller dans des enregistrements, mais
j'y pense quand même. Je veux dire que on trouvait des maisons pour 3 fois rien, puis on est devenus maintenant des propriétaires, des capitalistes, sans l'avoir voulu. C'est incroyable, la transformation de la valeur de ces... Là, ça n'a... Bon. Mais on venait, pourquoi on venait? Je venais, moi, pour m'éloigner de Paris, parce que je me sentais quelqu'un d'un peu... J'étais quelqu'un de fragile, donc j'avais des amis que j'aimais beaucoup comme Ponge, mais quand je sortais de chez eux, j'étais un peu écrasé parce qu'ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes et forts d'une certaine manière, ou même André Dubouchet, ou des gens comme cela. Et moi, je me sentais trop influençable, enfin trop peu sûr de moi. Donc j'ai trouvé qu'il fallait mettre une distance. Et puis économiquement, à ce moment-là, rester à Paris, une fois marié, donc puisque ça s'est passé après notre mariage, ça supposait vraiment des conditions de logement. C'était comme, on serait resté comme des étudiants dans un grenier ou je sais pas quoi, enfin on avait des petites chambres. Et ça, c'était quand même pas une perspective. J'aimais beaucoup Paris. C'est pas que je n'en étais pas fatigué, mais il y avait ces deux aspects-là. Donc, tout de suite, la réflexion un peu stupide qui venait à l'esprit de tout le monde à cette époque, c'était le Midi, quoi. On va pas aller à Gouville, par exemple. On n'aurait pas eu l'idée d'aller à Gouville le Midi parce qu'on ne chauffe pas en hiver, comme vous voyez. Des illusions de ce genre, donc l'économie, et puis je connaissais pas tellement le Midi. J'étais allé à Gordes, enfin bon, mais pas... il y a eu ce hasard, donc familial en quelque sorte, de débarquer à Grignan, de prendre d'abord un petit logement en sous-location, et puis ensuite de trouver cette maison assez rapidement. Et alors, ce que je trouve vraiment une sorte de chance extraordinaire, c'est qu'effectivement, ça a été une expérience centrale que j'imaginais pas du tout, parce que je n'étais pas particulièrement intéressé par la campagne en soi, ni écologiste professionnel. Enfin. Donc, mais il y a eu des chocs dans ces premières promenades qu'on a faites. On en a fait d'abord, évidemment, on n'avait pas de voiture au début, donc on marchait encore plus qu'après. Ça a été la rencontre, donc bon, je ne vais pas insister parce que c'est longuement dit et redit dans mes livres, à un point que ça pourrait peut-être même être un peu lassant, parce que j'ai l'air d'être une sorte de paysagiste acharné, mais c'est vrai que il y a eu une émotion très profonde, une découverte très profonde du lien avec le monde extérieur, et qui nous a attachés donc à Grignan, parce que il est vrai qu'objectivement, c'est une région où on se promène très agréablement. Enfin, la région est belle, et parce qu'on parlait de la Toscane, par exemple, une ou deux fois on est allé en vacances en Toscane, mais c'est beaucoup plus difficile de se promener en Toscane. Les propriétés sont des propriétés probablement de grandes fortunes qui sont barricadées, et on ne trouve pas des chemins, on peut pas, autour de, je sais plus, de Volterra, où on savait... Même pour aller pique-niquer, on hésitait parce qu'on était tout de suite devant un portail ou derrière. Voilà. Donc, d'autre part, je pense que plus que la Toscane, il y avait quand même une parenté avec la Suisse un peu. Enfin, c'est la vallée du Rhône tout de même. Donc, avec le Valais, mais avec des montagnes moins. Moi, je n'aime pas beaucoup la haute montagne. Donc. Une multitude de qualités de lumière dans vos textes, qui passent du crépuscule du matin à celui du soir avec la lumière de surplomb. Et vous avez des phrases assez étonnantes où vous parlez au moment de ces journées presque trop claires, et où c'est après vous dites jamais trop clair. Vous revenez constamment. Je trouve ça très beau. Ça, c'est une découverte ici. Aussi, bon, tout ça ne m'intéressait pas particulièrement adolescent. D'abord, adolescent, on a d'autres préoccupations généralement passionnelles, où Dieu sait d'aider, on est tourmenté, enfin bon, moi j'ai pas vécu vraiment des drames, mais tout de même on est tourmenté, et on se regarde soi-même, en fait. Et il est sûr que c'est un des mariages n'a pas que des avantages, mais un des grands dons du mariage, c'est qu'on le regard est détourné de soi-même. On apprend à regarder autre chose. Et du coup, moi, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts ici, parce que
en Suisse, bon, j'avais une grande affection et admiration pour Gustave Roux, donc j'allais me promener dans la campagne pour faire comme lui, mais je me forçais un peu. Vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment à partir d'ici qu'il y a eu effectivement donc découverte du monde extérieur et la lumière probablement en particulier, s'il y a un livre qui s'appelle À la lumière d'hiver, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que tout de même dans des pays comme la Suisse ou quand j'étais à Paris, les hivers sont vraiment des plafonds bas, tandis qu'ici c'était presque la plus belle saison à cause de cela. Vous parlez de votre fenêtre, et c'est vrai que c'est là que ça commence, on a l'impression que c'est pas compliqué, on ouvre sa fenêtre. La fenêtre, le jardin que vous venez de voir, et puis quand même les centaines de promenades que nous avons faites avec des amis ou sans amis, enfin, et surtout sans l'intention quand on se promenait, c'était pour le plaisir de se promener comme tout le monde, c'était pas l'intention d'aller chercher des sources de poèmes, ce qui aurait été catastrophique. Mais il se trouve que, je sais pas, un livre comme À travers un verger, j'y pense parce qu'il vient d'être traduit en portugais, donc j'ai dû le revoir un peu. C'est absolument, l'histoire c'est ça, nous avons une petite maison sur la colline, j'y allais à pied, je longe une fois ce verger au moment où il commençait à être en fleurs, je suis arrêté comme par quelque chose de stupéfiant, quoi, une espèce de beauté tout à fait discrète et très mystérieuse, et le texte parle de là, quoi, de ces espèces d'étonnements sans cesse rafraîchis avec le temps. Quand vous évoquez Dante, ce sont quand même surtout le purgatoire et le paradis, ce qui est très rare, qui sont les éclatures de la lumière, comme le paradis. Ce ne sont que des traits lumineux, du blanc. Ce sont des parties qu'on découvre plus tard, au fond, parce que c'est vrai qu'on commence par l'enfer, c'est plus amusant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas aller plus loin dans la lecture de Dante. Ça c'était mon cas quand j'étais jeune. Puis c'est quand même passablement plus tard que j'ai commencé à le lire dans la langue et avec Alors là, les commentaires étaient vraiment utiles et même indispensables. Et c'est vrai qu'on découvre avec une sorte de stupeur aussi qu'on monte vraiment de plus en plus haut dans l'esprit humain, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très stupéfiant et évidemment de plus en plus lumineux. Là, la première phrase traduit effectivement cette espèce d'utopie que l'émotion passe directement sans le truchement de l'écrivain lui-même dans les mots. C'est un peu ça que je pense que je voulais dire là, si c'était la lumière qui tenait la plume, ça serait encore mieux que si c'était moi. C'est ce rêve d'immédiateté, disons, qui pour moi compte beaucoup. Et quant à la seconde partie, c'est tout à fait vrai que, étant donné le monde dans lequel on vit, même quand on est des privilégiés comme nous le sommes, on est hanté par l'ignominie de toutes les choses c'est pas parce qu'on habite la campagne qu'on les ignore. Donc, c'est vrai qu'il m'a paru que, dans la mesure où je faisais des expériences plutôt lumineuses et quelquefois tout à fait merveilleuses, il fallait le dire d'autant plus que le monde est à certains égards tout à fait invivable. J'ai aussi dit ça quelque part, bien sûr. Je ne peux pas vous répéter des choses qui sont quelque part dans mes livres. Vous dites souvent, par exemple, ici encore, il me faut corriger, me reprendre, etc. Vous dites quelque chose de léger qui monte et se ramifie, de clair, presque rose. Et là, vous dites fumer, le mot fumer est un mot trop gris, trop mou. Et vous cherchez constamment le mot qui va convenir le plus juste, au plus près de la sensation. Comme cette phrase l'exprime, il y a en effet un souci de correction. Et pour que les choses, disons, par exemple, pour que la lumière passe bien, pour que rien n'obscurcisse la lumière, s'il s'agit de faire passer la lumière dans les mots, mais s'il s'agit de faire passer autre chose, c'est de toute manière
c'est vrai qu'il faut choisir entre tel ou tel mot, mais justement sans se crisper au fond. Enfin, c'est ce besoin que j'ai que peut-être de la pure paresse, mais enfin de naturel. Il faut en même temps, me semble-t-il, que les choses coulent, laisser aller les choses. Donc c'est une histoire d'équilibre entre le contrôle de soi. Je crois que quelque part, j'ai dû trouver une comparaison qui était, semble-t-il, assez juste, où je comparais le travail mon travail, enfin, d'écrivain à piloter une barque sur une rivière. Donc juste la laisser couler, la laisser suivre le courant, mais en même temps utiliser les rames ou un gouvernail pour qu'elle n'aille pas s'enliser dans les bords. Voilà. Enfin, et je crois que c'est assez cela que la forme de travail pour moi, c'était cela dans l'ensemble. Ce qui me surprend à vous relire comme ça, c'est aussi ce talent que vous avez de passeur de texte, où vous parlez d'énormément de poètes qui vous ont marqué. Oui, c'est vrai que j'ai pas perdu même maintenant, bon, j'ai quand même perdu mon envie de lire en partie, disons, je lis moins volontiers, je suis plus vite fatigué. Et puis je sens très bien qu'il y a des choses qui m'échappent, tout à fait récentes, bon, je vais pas disons, ni en avoir honte, c'est comme ça, c'est tout à fait naturel qu'on ne puisse pas tout comprendre de ce qui s'invente de nouveau. Et comme j'ai vraiment lu, dans ma vie, beaucoup de livres et beaucoup de poésie et presque de toutes les régions, sur ce plan, j'ai pas perdu ma capacité d'émotion et j'ai eu un sens tout naturel de l'admiration, je veux dire, même de la gratitude, parce que je trouvais que ces poètes que je lisais me donnaient de la joie, finalement, si on va au fond des choses, si on simplifie beaucoup, c'est ça. Et voilà. C'est une force motrice chez vous, l'admiration. Oui, je pense. Ça pourrait être un frein aussi. Je veux dire, justement, si on admire trop, ça peut vous paralyser. Ça, c'était l'histoire que je vous disais au début, de m'être un peu éloigné des personnes, surtout, qui étaient pour moi trop prestigieuses, ou plutôt que prestigieuses, trop sûres d'elles. Mais, donc ça pourrait être un frein, mais c'est beaucoup plus souvent, en effet, un moteur. Oui, enfin, c'est comme des compagnons de route, si vous voulez. Et comme je l'ai dit aussi, comme on a souvent des moments de très grand doute sur tout cela, c'est assez utile de se replonger chez d'autres poètes, dont beaucoup ont été d'ailleurs de mes amis. J'ai aussi eu la chance d'avoir des très belles amitiés comme ça à partir de Gustave Roux, découvert à l'âge de 16 ans, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Enfin.